Moi, je pense qu'on va pouvoir démarrer un petit peu notre conférence technique. Alors déjà, je vous remercie d'être venus aussi nombreuses et nombreux. Ça fait plaisir, hein. Et je pense que les intervenants seront aussi contents du monde que l'on va avoir aujourd'hui. Donc pour cette Decon 4, donc comme vous l'avez lu, enfin en tout cas je l'espère, le sujet, ça va être le 100% Raspberry Pi. Alors évidemment, on va aussi parler d'autres cartes aussi, parce qu'il n'y a pas que la Pi dans les projets que l'on va vous montrer, mais c'est quand même à la carte majeure aujourd'hui. Et le but, durant les quelques heures que l'on va passer ensemble, donc entre les deux keynotes et les 4 sessions techniques et quelques démos surprises que l'on va avoir aussi à la fin, et 2 petits quickies, donc ce sont des sessions très courtes aussi que l'on va faire durant la pause café, vous verrez divers projets, des projets qu'on met en production et des projets que l'on peut faire pour la maison. Donc le but, c'est vraiment de vous montrer qu'avec ces cartes aujourd'hui, on a la possibilité vraiment de faire des projets d'entreprise, serveur, desktop et pour son chez-soi. D'où effectivement les sous-titres, hein, au niveau des objets, les objets Internet, les serveurs, la production et Docker, donc tout ce qui va être au niveau de l'infrastructure et du clustering. Alors, je remercie avec beaucoup de remerciements, oui, enfin, ça, voilà. Euh, c'est magnifique comme terme. Donc, je remercie encore une fois de l'accueil chaleureux et de la logistique que nous apporte l'école. C'est la deuxième fois qu'on organise une conférence ici et c'est toujours un plaisir de venir ici parce que l'accueil est toujours sympathique. Les infrastructures sont très intéressantes, hein, notamment l'amphi. Et je remercie aussi l'équipe technique hein, qui est juste derrière ce mur et qui gère la régie et la prise audio et vidéo. Alors, on fait un petit quart d'heure hein, de remerciements quand même. Donc, je remercie évidemment. Oh, en plus, j'ai oublié effectivement un 4 là-haut. Je remercie tous les sponsors qui ont aidé le magazine Programmé à monter cette conférence. Je remercie tout particulièrement la société IBM qui nous supporte maintenant depuis presque un an. Et c'est toujours très sympa de les avoir avec nous en soutien et aussi en session euh, que l'on va voir dans quelques minutes. GitHub, qui vous paye aujourd'hui la pizza party et le café. Voilà. Et les pizzas sont en train de chauffer, hein, je précise. Voilà. Linutop, pareil. Donc, si vous ne connaissez pas du tout ce petit constructeur français, vous verrez tout à l'heure qui propose aussi des solutions très intéressantes, notamment au niveau du poste de travail. Donc, je vous conseille vivement de rester jusqu'au bout. Et pareil, hein, il nous supporte aussi dans la conférence. Pour le café et la pizza party aussi. Donc, je les remercie chaleureusement aussi. Et Selenza, donc, parmi les partenaires techniques, hein, on a plusieurs représentants développeurs et côté infrastructure de cette société de services. Voilà. Donc, comme bon, voilà, donc ça c'est ma bio à moi, donc ça je passe très très rapidement parce que c'est pas très très intéressant. Voilà, donc en 2 mots, je dirige le magazine Programmé et c'est moi qui monte hein, les conférences DevCon depuis maintenant un petit peu plus d'1 an et demi. Donc, et je resterai là, évidemment, toute la journée pour répondre à vos questions si je peux y répondre. Alors, là, l'après-midi sera quand même assez chargé, comme à chaque fois. Donc, on va avoir 2 conférences plénières qui se dérouleront ici. Donc, la première et la dernière à 17h10. Après, on a 4 sessions techniques qui vont se répartir entre l'amphi et la salle 2 qui est juste derrière, donc à côté de l'endroit où vous allez prendre le café. Donc à la pause café, donc à 15h50, vous aurez aussi la possibilité d'assister à 2 quickies. Hein. Donc ce sont des mini-sessions qui durent entre 10 et 15 minutes, grand maximum. Donc ça va très vite.
Et le but, c'est d'avoir un minimum d'infos en moins de 10 minutes. Voilà. Donc c'est intéressant pour des sujets courts, maximum, pardon. Et là, on aura deux petits quickies très intéressants. Donc au niveau de la sécurité et au niveau de comment on interface le Pi avec des services cognitifs. Et dans notre cas, ce sera avec les services de Microsoft. Donc c'est le cloud Microsoft effectivement Azure qui nous servira de soutien. Donc après les sessions 3 et 4, donc un codec for fun très sympathique en session 3. Ne loupez pas aussi, ça c'est plus côté domotique avec JDOM, hein. Donc JDOM, c'est une plateforme de domotique open source française qui vous montrera un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc si ça vous intéresse, surtout ne manquez pas cette session. La plénière 2 aussi promet d'être très intéressant. Donc là, on va parler de cluster de Raspberry Pi pour monter une infrastructure dite serverless. Donc si vous ne connaissez pas ce terme-là, vous verrez comment on peut monter une infrastructure, grosso modo, sans serveur. Donc ça, c'est vraiment une des tendances actuelles. Et on terminera par deux mini-sessions aussi non prévues au départ, mais qu'on a rajoutées, juste avant la session de questions-réponses. Et on finira à 7h moins quart par la pizza party. Voilà. Et j'ai répondu au souhait d'un certain nombre d'entre vous qui étaient déjà présents les fois d'avant. Alors oui, il y aura un fût de bière aussi à disposition aujourd'hui. Voilà. Je sais que c'était une des attentes vraiment, effectivement, très très importante pour la DEFCON. Alors, bien évidemment, oui, exact, c'est vrai. Alors, j'ai mes questions aussi, pour ceux qui sont habitués effectivement à DEFCON, je pose toujours quelques questions bien tordues. J'ai les réponses aussi, parce que parfois je trafique les réponses aussi, c'est vrai aussi. Voilà, donc une petite série de questions qui vous permettra de gagner quelques très beaux goodies. Donc on a des Orange Pi Zero, donc en fait ce sont comme des équivalents de la Raspberry Pi Zero, mais en version orange, qui elles, on les trouve partout. Donc ça, on vous les fera gagner. Autre petite joie, donc c'est une station Linutop que l'on va aussi vous faire gagner ce soir. Il y aura aussi une box domotique JDOM aussi à gagner tout à l'heure. Donc ça peut être aussi très intéressant. Et pour les fanats de vintage, de rétro gaming et de vieilles machines, un lecteur Gotek. Pour les connaisseurs, je pense que ça vous parle. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Alors bon, par contre, évidemment, il faut le flasher, celui-là, hein. Voilà. Je ne peux pas tout faire non plus, hein. Voilà. Alors, juste en introduction, et je prends encore 30 secondes et ensuite je laisse la place. Juste un contraste quand même, parce que ça, c'est toujours assez amusant. Carte mère d'un Amstrad CPC 6128 de 85. Voilà. Donc effectivement, hein, c'est pas tout récent, hein. Et Dieu sait que j'ai commencé à jouer avec ça quand même, à l'époque. Et j'ai même commencé à jouer en 84 avec la version 464 à l'époque. Et ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc en 2016, donc ça, c'est un nano-serveur. C'est un Vocore 2, donc c'est une boîte effectivement asiatique. Voilà, et c'est un vrai serveur dedans. On peut le mettre en serveur NAS, en serveur proxy, en ce qu'on veut, en serveur web. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on fait maintenant aujourd'hui au niveau de la taille et de la puissance. Voilà. Donc c'est vraiment pour vous montrer un petit peu le contraste entre les deux. Donc ça, c'est 2016 et ça, c'est du 85. Voilà. Et je vais laisser ma place. Je vais déconnecter la vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi avec nous, bonne conférence. Et donc, on va commencer par du Raspberry Pi avec Watson, si ma mémoire est bonne. Si ça démarre.
C'est bon. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Yves Voet. Je suis sur la plateforme Bluemix, plateforme cloud plateforme d'IBM. Et donc, j'ai une démo à base de Raspberry, un Raspberry Pi ici, qui prend des photos régulièrement. Il est en train d'en prendre une d'ailleurs. Le petit lumière rouge est allumée et qui envoie des photos régulièrement sur la plateforme de manière à les analyser pour en faire différentes choses. Donc la démo complète, ben ça prend des photos, ça les stocke temporairement sur une base de données, Cloudant en l'occurrence, et ensuite ça envoie la photo à Watson pour analyser. Donc Watson, c'est une partie de la plateforme qui va te faire du cognitif. Donc on a des outils de reconnaissance visuelle, de traduction, de reconnaissance de langage, ce genre de choses, traduction automatique de texte vers parole et réciproquement. Donc là, j'utilise le service Watson de Visual Recognition. Et ensuite, ça utilise la plateforme IoT, qui est une plateforme, un message hub, pour pouvoir stocker et envoyer les messages MQTT. Et suivant ce que se renvoie le service Watson, s'il y a une reconnaissance ou pas, il y fait différentes choses. Donc là, le petit scénario qu'on a fait, on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui, parce que ça prend plus que 40 minutes. C'est de lui apprendre d'abord euh, des photos de planchers d'ascenseur sales et des planchers d'ascenseur propres, et donc pouvoir distinguer entre les deux, donc différentes catégories. Et en fonction du score qui est renvoyé par le service, de pouvoir automatiquement envoyer un email à la société qui fait la maintenance de l'ascenseur. Voilà, ça c'est le scénario complet. Donc je n'ai pas le temps de montrer ce scénario complet, surtout que j'ai remarqué qu'il y a un problème de réseau, donc j'ai branché le Raspberry il y a 5 minutes. Je me suis aperçu qu'il y a un souci, donc j'ai pas le temps de brancher un clavier, brancher un moniteur pour voir pourquoi. Je peux pouvoir montrer la démo complète. En revanche, je vous montrerai quand même quelque chose qui tourne localement sur ma machine. J'ai aussi une version locale de l'application qui simule en fait l'envoi d'une photo. Donc c'est juste une image JPEG statique dans mon disque dur, mais ça fait la même chose que fait le Raspberry. Donc Raspberry, c'est à la fois un client MQTT pour récupérer des messages. En gros, ben voilà, prends-moi des photos toutes les minutes, ou voilà, telle la résolution que je veux de la photo. Donc on va envoyer des paramètres. Bien sûr, le Raspberry utilise aussi le même message pour répondre. Et la photo est envoyée directement, bien sûr, par un HTTP post, parce que c'est trop gros pour être envoyé par un message MQTT. Voilà la démo complète, que donc je n'aurai pas le temps de faire aujourd'hui, mais je vais vous montrer la plateforme et ce qu'on a utilisé comme techno pour faire cette démonstration. Donc la plateforme PaaS, les outils aussi de développement comme Node-RED. Je ne sais pas si vous connaissez Node-RED, c'est un outil IBM. Donc la démo est basée principalement là-dessus. C'est un outil graphique de workflow pour très très rapidement assembler différents composants pour faire un système. Donc c'est basé sur cette plateforme. Donc je vais commencer par quelques transparents pour un peu parler de la plateforme et des différents services, avant de passer dans la petite démo. Donc j'ai mis la présentation sur Bluemix, bien sûr. Donc vous pouvez la récupérer à cette adresse-là. Donc avant la session, j'ai créé une petite instance d'une application sur le web, et vous pouvez donc récupérer ce PDF directement sur le cloud. Donc je vais commencer par parler de cette plateforme qui s'appelle IBM Cloud Platform, et faire une petite démo rapide un peu du catalogue, vous montrer un peu la richesse des services qu'on a sur cette plateforme. Ensuite, parler de l'aspect Watson IoT, qui est bien sûr le cœur du sujet. Et bon, après, je montrerai juste un petit bout de démo, parce que je ne peux pas montrer la démo complète, qui se tournera localement sur mon Tomcat local. Et ensuite, je terminerai sur le tir Node-RED. Je ne sais pas si on aura le temps, mais j'avais prévu un petit tutoriel à la fin. Mais si on n'aura pas le temps, peut-être qu'on fera la pause après, pour vous expliquer comment créer rapidement une application à base de Node-RED pour composer différents services. Donc j'ai un petit tutoriel pour simuler un device qui envoie la température régulièrement. Ok, donc ce qu'adresse la plateforme, c'est ça, c'est de pouvoir
Pour remonter l'abstraction, donc avant, on faisait tout. Donc on s'installait une machine, on se créait les couches basses, l'OS, le réseau, stockage, et cetera. Et puis, on commençait à écrire la première ligne de code, au bout de quelques semaines, voire quelques mois. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas faire. Et ça reste la plateforme, c'est justement de remonter l'abstraction et toutes ces couches basses, de pouvoir les avoir directement dans la plateforme sans avoir à passer du temps sur l'informatique technique. Donc l'idée de la plateforme, c'est de déléguer complètement l'informatique technique à la plateforme et de commencer directement à travailler sur l'informatique métier, donc le code métier qui est de plus haut niveau et qui tourne sur l'informatique technique. Donc on délègue à la plateforme toute l'informatique technique, ce que j'appelle entre guillemets la plomberie, ça doit être péjoratif, serveur d'application, base de données, etc. Et de pouvoir commencer directement, dans la minute, dans les 5 minutes, à du code directement sur du code métier. Donc le premier niveau, c'est le niveau infrastructure, donc ce qu'on appelle IaaS, pour Infrastructure as a Service. Donc c'est les 4 couches en dessous, c'est-à-dire en gros le stockage, virtualisation. J'ai volontairement mis l'OS en dehors, bien qu'évidemment il y a un OS dans la VM évidemment, mais il faut quand même le gérer. C'est-à-dire qu'il faut gérer les montées de version, etc. Donc il faut pouvoir monter en version, voir si les différentes versions de tel service fonctionnent ensemble. Donc il y a un besoin de gérer cette partie OS, les différents composants qui tournent. D'où l'idée de remonter l'abstraction et de travailler au niveau pass. Tout en, bien sûr, maintenant, ce qu'on a, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des clouds hybrides, on va aussi stocker des choses sur d'autres machines, pouvoir les récupérer par des gateways sécurisés. Donc, deuxième niveau, le niveau pass, c'est tout ça est fourni par la plateforme. C'est-à-dire qu'on n'a pas à s'occuper des versions de tel runtime avec version de tel service, les versions de l'OS, toutes les couches basses sont gérées. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on délègue à la plateforme toutes ces couches-là, l'informatique technique, et on commence dans la minute, dans les 5 minutes, à écrire du code métier directement sur l'informatique technique. Donc ça, c'est tout en ayant bien sûr l'aspect sécurité, dépendance, montée de version gérée par la plateforme. Donc ça, c'est ce que fournit la plateforme. Et bien sûr, je disais juste avant, c'est bien sûr sans avoir à perdre ce qu'on a déjà fait. On a typiquement toujours de l'existant sur une machine physique ou sur une machine virtuelle, sur un container, etc. Donc de pouvoir réutiliser par des services de connexion sécurisés des éléments qui sont en dehors de la plateforme. Donc ils peuvent être soit sur une machine physique, soit sur un IaaS ou autre. Donc typiquement, quand on a un projet, on ne part jamais de rien, on a toujours un existant. Donc on va conserver ce qu'on a qui tourne bien, on va dire back-end en général, et on va utiliser la plateforme pour les nouveaux services, les nouvelles applications qui sont plutôt web, mobile. Donc on va créer de nouvelles applications à partir de ces différents services de haut niveau qui vont s'intégrer avec l'existant. Donc pour résumer, on voit la plateforme, donc un peu terminé sur les transparents, hein, c'est assez rapide. Donc pour résumer sur la plateforme, donc c'est une technologie de pass qui permet de combiner différents modèles, ce qu'on appelle les compute models. On peut faire des VM, on peut faire du Docker, on peut faire du PaaS, des services, microservices. On peut faire aussi IBM Cloud Function, donc des petites fonctions qu'on appelle sur des triggers, ce genre de choses. Donc différentes compute models qui permettent de créer des systèmes hybrides de différentes façons. Pouvoir bien sûr développer, monitorer et loguer les différentes oublis qu'on a créés, pour pouvoir les monitorer. Et donc d'étendre, bien sûr, ça c'est la partie clé, c'est d'étendre ces applications par des services de haut niveau. Donc typiquement avec cette plateforme, on va très peu développer, on va plutôt assembler des composants. C'est-à-dire qu'on va faire l'orchestration des différents services. Et donc j'appelle le premier service, je récupère une réponse, je passe au deuxième, etc. Donc je fais l'orchestration, les différents passages de paramètres, de valeurs entre les différents services, et j'ai beaucoup moins de code à développer. L'idée, c'est vraiment d'assembler les différents composants. Tout ça, bien sûr, dans une approche hybride, on a aussi des services de VPN sécurisés pour récupérer l'information externe. Et bien sûr, la sécurité avec un pricing de pay as you go. Donc, c'est un système, c'est-à-dire que c'est un paiement à l'usage, c'est-à-dire que chaque service a des critères qui lui sont propres, qui dépendent du type de service,
qui peut être un volume de stockage pour mes données, qui peut être un trafic échangé pour des Raspberry, par exemple, objet connecté, qui peut être un nombre d'appels pour la météo, par exemple. Ça dépend du type de service. Et donc, il y a différents modèles suivant, en gros, petit, moyen, gros. Et il y a aussi un seuil en dessous duquel c'est gratuit. C'est-à-dire que pour tester, pour essayer le service, pour développer, c'est gratuit, ou presque gratuit, pour la plupart des services. Et donc, le modèle, c'est ça. Donc, c'est un modèle freemium. Quand on veut essayer le service, c'est gratuit. Et c'est facturé que quand on passe à échelle et que c'est déployé à échelle. Vous avez des questions? Non? C'est clair? C'est trop rapide, trop lent? Bien, très bien. Moi, j'ai pris une petite démo rapide. Bon, je suis conscient que 40 minutes, c'est très, très court, donc je vais aller très rapidement, hein. Mais je vais vous montrer rapidement le catalogue. Ça, c'est l'appli en question, là, donc on vient de se terminer, qui récupère les photos du Raspberry, qui les envoie à Watson, etc. Donc, le catalogue, on a à peu près 150 services, et ça change tout le temps, hein, je ne les connais pas tous. Donc, c'est une plateforme qui bouge beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des services, bien sûr, IBM, mais pas que. Des services IBM, des services open source, des services tiers, et ça change tout le temps. C'est-à-dire toutes les semaines, quand je me log sur la plateforme, il y a en général de nouveaux services que je ne connais pas, qui sont rajoutés. Donc, ils sont classifiés en différentes catégories. Donc, on a... je vais passer mes lunettes, mais... Oui, je cherche Watson. En plus, je l'ai très récemment remis en français, donc je suis un peu perdu en français. Donc voilà, donc on a une quinzaine de catégories, un peu plus, de services. Et donc voilà, en fait, l'exemple pour les services Watson. Donc pour la démo dont j'ai parlé au début, on utilise Visual Recognition qui est ici en bas à droite. Et on a d'autres services, par exemple des outils de conversation pour faire des chats, des outils de traduction automatique de langage, Personality Insight pour pouvoir envoyer un texte d'au moins 3000 mots et de pouvoir avoir des traits de personnalité de la personne qui a écrit le texte. Des outils pour traduire automatiquement du texte en parole et réciproquement. Si vous avez besoin, par exemple, de faire une application qui parle, vous pouvez faire un appel à ce service avec un texte en paramètres et ça renvoie un fichier audio que vous pouvez jouer. Et ça marche vraiment bien avec l'intonation, enfin, ça fait pas du tout robot, ça fait vraiment presque vrai. Donc je ne vais pas les passer tous en revue parce qu'on n'a pas le temps. Mais vous voyez, blockchain, base de données, objet connecté, bien sûr, qui est un peu le sujet. Donc la démo dont j'ai parlé au début utilise bien sûr ce service-là, qui est un service très central pour objet connecté. Donc c'est là qu'est le Message Hub pour gérer tous les devices et tous les messages MQTT qui sont envoyés et retournés à la plateforme. Donc je vais vous montrer une petite démo avec Node-RED à la fin pour voir comment ce service fonctionne. Et après, un certain nombre de frameworks pour différents domaines. Vous voyez, donc assurance, des outils pour pouvoir analyser le comportement d'un conducteur, pour pouvoir donc faire des codes d'assurance, par exemple, en fonction des données qui sont envoyées par ces services. On a aussi donc une petite vingtaine de bases de données. Vous avez le choix entre différentes bases, hein. On ne les a pas toutes, mais on en a pas mal. Pour faire, bon, je vais parler de Cloudhunt, DB2, Mongo, etc. Donc je vous laisse regarder. Aussi, vous pouvez créer un compte gratuit, bluemix.net. Vous avez accès à toute la plateforme pendant 30 jours. Et après 30 jours, c'est là que le seuil premium se met en place. En restant sous le seuil, ça reste gratuit, en gros. Et ce qu'on a aussi, ce qu'on appelle des boilerplates, c'est un nom un peu bizarre, mais c'est en gros un template. Donc c'est une application complète
qui tourne. Vous pouvez récupérer le source et pouvoir commencer à le modifier tout de suite. Donc, créer un boilerplate. Par exemple, pour pousser mon petit PDF, là, j'ai utilisé celui-là. Ça m'a pris moins de 5 minutes. En moins de 5 minutes, j'ai une instance de template qui tourne sur Linux public et je peux commencer à l'utiliser pour pousser un document. Et j'avais prévu de modifier le code source, mais je pense que je n'aurai pas le temps dans les 40 minutes. Mais on a aussi un environnement de développement sur le web qui permet de directement récupérer le code source, le mettre sur GitHub. Le GitHub est fourni avec l'environnement et de pouvoir commencer dans la minute à modifier le code source, le repousser sur Bluemix de manière itérative et incrémentale. J'avais dû faire ça en traditionnel avec une machine. Ça m'aurait pris la semaine. Entre récupérer la machine, mettre sur le réseau, installer un Git, installer un environnement de développement, j'en avais pour peut-être même plusieurs semaines pour l'avoir fait plusieurs fois et intégrer tout ça. Là, c'est juste un clic. J'ai mon instance du boilerplate qui tourne. Je vois le code source et j'ai toute ma chaîne de développement qui est déjà intégrée, utilisable tout de suite dans la minute. Donc voilà un ensemble de ce qu'on appelle des boilerplates, donc on peut dire plutôt template. Donc c'est une application complète qui tourne. Vous avez le code source dans un GitHub pour commencer directement à le modifier et le faire évoluer et le repousser de manière itérative. Des questions Non. Combien de temps là j'ai encore là parce que je suis conscient que c'est 40 minutes, c'est très vite. Encore qui me reste Qui me reste Très bien. Donc je vais vous montrer rapidement l'environnement de développement. Je pense que j'aurai le temps en quelques minutes de vous le montrer. Donc là, je suis donc sur mon compte, hein, vous voyez. Donc je suis dans l'espace Raspberry dans lequel je fais mes développements pour le petit Raspberry Pi. Donc j'ai plusieurs régions. Donc ça, c'est Bluemix public. Hein, donc on a 5 régions. Bluemix public, c'est la partie multi-tenant, donc plusieurs sociétés qui partagent le même espace, enfin le même data center, pas le même espace, mais le même data center. Et donc, on en a un à Londres, à Francfort, Sydney, Dallas et un en Chine également. Donc là, je suis à Londres et je vais vous montrer rapidement la petite application que j'ai créée avant de démarrer, que j'ai mis dans mon espace École 42. Donc ça, c'est l'application que vous avez probablement utilisée au début là, pour récupérer le PDF. Je pense que vous l'avez utilisé là. C'est que j'ai donné le premier transparent. Et j'ai ici toute la partie tableau de bord pour gérer cette application. Donc c'est là que je peux rajouter de la mémoire, en retirer, faire de l'autoscaling, par exemple automatiser le fait que s'il y a beaucoup de gens qui récupèrent le PDF, automatiquement mettre de la mémoire, augmenter le nombre d'instances, faire de load balancing, donc pouvoir automatiser ça sans écrire une seule ligne de code, juste par attacher un service, un des services de la plateforme. Et donc je vois ici, c'est ici que je gère mon service de base de données. Donc, en l'occurrence, le PDF, il est stocké dans une base de données Cloudant, qui est ce que fait le template. Et directement avec le template, ce que je voulais vous montrer rapidement, c'est que j'ai un environnement de développement sur le web. Donc, en gros, c'est Eclipse sur le web, qui s'appelle Orion. Et encore une fois, vous n'avez pas à utiliser ça, hein, si c'est fourni. Et si vous préférez utiliser votre propre chaîne de développement, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire du Notepad, du VI, d'une commande, ça marche très bien aussi. On n'impose aucun environnement en particulier, mais cet environnement est disponible et sur le web. Donc là, j'ai directement le code source de ce boilerplate et ce template que j'ai instancié juste avant. Et je vais faire une petite modif, pas très longue, pas beaucoup de développement, mais juste pour vous montrer le principe. Je pense que vous connaissez Git, vous avez l'habitude de l'utiliser. Oui? Non? Oui? Pour mes lunettes, pour
j'ai mon interface avec mon environnement Git, encore une fois, qui a été créé complètement, j'ai rien fait, hein, c'était complètement intégré. Juste en cliquant sur le boilerplate, j'ai tout ça qui est fourni. J'ai donc mon interface dans lequel je vois les changements que j'ai effectués. Donc là, on devrait voir l'ancienne ligne et la ligne après. Et plus bas aussi ce que j'ai modifié. Juste en dessous. Voilà. Donc je vais juste mettre un petit commentaire. C'est le message de bienvenue, la page de bienvenue qui a changé. Peu importe. Je valide. Donc maintenant, je vois donc mes changements sortants. Là, pour l'instant, j'ai changé que ma branche. Je n'ai pas changé la branche commune du remote branch de Git. Là, je verrai potentiellement les gens qui travaillent avec moi ou ailleurs, leurs modifications, je peux récupérer dans mon propre repository pour pouvoir travailler à plusieurs. Et donc, bien sûr, ce que je vais faire, je vais pousser ça sur la branche commune. Donc là, je suis en train de pousser mon code, mes 2 lignes que j'ai changées, il n'y a pas fait grand-chose, mais ça serait pareil si je changeais le servlet Java ou autre, ça serait la même chose. Et donc, si je retourne dans mon tableau de bord et dans ma chaîne d'outils attachée à cette application, j'ai changé d'espace. Je vais retourner dans l'école 42. Je suis passé aux États-Unis en plus. Bon, je reviens au Royaume-Uni. Donc là, j'ai la chaîne d'outils qui est fournie avec ce boilerplate et qui est dans la plateforme. Et dans mon delivery pipeline, j'ai le build qui a été lancé automatiquement suite à ma validation. Et je suis en train de déployer. Et dans les 30 secondes, vous devriez voir la page mise à jour sur vos devices si vous connectez sur l'adresse du Bluemix public. Donc c'est toujours en cours. Donc je vais vous montrer rapidement un peu donc, cet environnement donc, qui est intégré, qui fait partie de la plateforme. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cet environnement-là. C'est fourni, mais vous pouvez très bien utiliser votre propre environnement et tout intégrer avec des lignes de commande. On a bien sûr aussi des plugins dans Eclipse, enfin tous les environnements de développement, pour pouvoir travailler depuis Eclipse. C'est souvent ce que je fais moi, je travaille mes démos que j'ai fait dans Eclipse avec le plugin pour pousser. Donc je n'utilise pas ce Dorion qui est un Eclipse sur le web. Des questions? N'hésitez pas à m'interrompre. Que ce soit interactif, c'est clair? Je pense que le réseau n'est pas très rapide. On va peut-être y revenir après. Mais normalement, ça prend la minute pour pousser ça. On va y revenir après. On peut de temps en temps vérifier, faire un petit refresh et me dire quand c'est arrivé. Donc Watson, IoT. Donc on a un ensemble de services. Donc là, aujourd'hui, on parle de Raspberry Pi, mais on supporte tout un tas de devices, toutes sortes. Donc on a ce qu'on appelle des recipes pour très rapidement pouvoir connecter différents devices. Et on a une plateforme. Donc le service que je vous ai montré, le IoT Platform, là dans la catégorie IoT, c'est celui-là qui permet de connecter, gérer, assembler, collecter des données et d'avoir des dashboards sur les différents devices. Et on supporte jusqu'à 1 million de devices connectés à la plateforme.
Et bien sûr, après, toutes les applications vont échanger avec ce service pour pouvoir récupérer les data. Par exemple, typiquement, il y a un petit bout de code qui tourne sur le Raspberry, qui est une application. Dedans, il y a un librairie PAO Java pour pouvoir se connecter. Je mets les coordonnées de ma plateforme, mon service sur la plateforme. Et ce Raspberry se connecte et envoie et récupère des messages MQTT à travers ce service. Et après, bien sûr, il y a différents utilisateurs qui utilisent l'application, qui utilisent le service, qui se connectent aux différents devices. Ok, donc démo, là, le Raspberry, il ne parle pas très bien la plateforme pour l'instant. Mais je vais vous montrer quand même rapidement. Donc un simulateur, donc il y a un petit bout de code Java qui en fait tourne sur le Raspberry, hein, qui est le même code, hein, c'est exactement le même code. En fait, ce que je fais, c'est que je fais un jar exécutable. Et en fait, la première chose que le Raspberry Pi fait, il se connecte pour avoir le dernier jar, et après il le lance et après ça démarre. Donc si je recrée un nouveau jar sur la plateforme, je déploie, le prochaine fois que le Raspberry boot, il le récupère et il démarre sur la dernière version. Donc ça, c'est un simulateur, hein, donc juste là, je tourne localement, Tomcat local, donc tout se passe localement, donc il n'y a pas de réseau. Et donc j'ai le simulateur qui est lancé, donc il vérifie qu'il n'est pas sur un Raspberry. Donc la première chose qu'il fait, c'est qu'il vérifie avec la bibliothèque Raspberry Pi s'il est sur un Raspberry ou pas. Donc là, il n'est pas sur un Raspberry, puisqu'il tourne sur mon laptop, bien sûr. Donc il y a une branche, est-ce que je suis vraiment sur le Raspberry ou pas? Et en fonction de cette réponse, ben, il va simuler ou pas. Et donc là, c'est un paramètre qui est passé en dur, qui est en fait une image JPEG, hein, qui est sur mon disque dur, qui simule le JPEG que la caméra du Raspberry a prise. Et donc là, j'ai la version locale de l'application, qui est la même, qui tourne sur BlueX, sur la plateforme. Bon, là, évidemment, elle tourne, comme vous voyez, c'est sur mon Tomcat local, donc c'est localhost, mais c'est la même chose. Il tourne sur BlueMix. Et donc, si j'avais le réseau, à la place de cette photo là, qui est un photo en dur, je verrais les gens qui sont juste là. Qui est mieux, mais bon, ça sera pour la prochaine fois. Et donc voilà le principe. Et donc tout ça, c'est stocké dans Cloudant, le temps de la durée de vie de la session HTTP. Et après, bon, c'est pas conservé, quoi. C'est juste, c'est réaffiché, réécrasé. Et je voulais terminer par Node-RED, si j'ai le temps, encore, je sais pas, 5-10 minutes, c'est possible, ou 10 maxi? D'accord. Donc Node-RED, j'ai vu que certains levaient la main là, dans le fond de la salle. Donc c'est un outil fait par IBM, donc IBM Earsley UK, qui en fait est une application Node avec une palette de services, et on peut très facilement assembler une application en prenant des différentes palettes. Donc on a des palettes pour faire des bases de données, des palettes pour faire des connexions MQTT, des palettes pour faire du debug, et après on peut avoir des petits bouts de code JavaScript dans ces différents nœuds pour rapidement créer des applications et connecter différents services. Voilà. Boilerplate. Et je vais utiliser ce kit de démarrage IoT. Donc vous vous souvenez, j'avais utilisé l'autre pour mon PDF.
Là, je vais donc instancier un Node-RED pour pouvoir connecter les applications. Donc, je vais l'appeler école 42. Voilà, E42, ça suffira. Pour que le nom soit unique. Parce qu'évidemment, il va être adressé à travers ce EU. Mais je suppose que E42, c'est suffisamment unique. Mais je vais rajouter if quand même, ce sera plus sûr. Voilà. Ça va prendre à peu près la minute, encore une fois. Tout prend une minute, ou moins. Créer une application, la modifier, la déployer, c'est vraiment en une minute, on a un environnement complet qu'avant, on prenait 3 semaines à créer. Je sais pour l'avoir fait plusieurs fois, donc c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, je trouve, pour les développements. Donc on crée des applications vraiment très rapidement et ce que je disais aussi, c'est qu'on crée beaucoup moins de code aussi. On fait plus du code pour assembler les composants que du code réel qui est fourni par les services, en fait, de haut niveau. Donc là, on va attendre que ça s'instancie. On peut peut-être revenir rapidement sur l'autre, voir s'il a bien déployé. Je ne sais pas si vous l'avez testé, vous, de votre côté. Celle-là, là, ici, pardon. Je change de contexte, là. Voilà. Ça, c'était pour vous montrer la modification de code source que j'ai fait tout à l'heure. J'avais aussi modifié le help, là. Normalement, voilà. Donc, mon petit développement, j'ai changé 2 lignes dans le fichier, ça a marché. Je l'ai fait, j'ai fait le cycle complet, encore une fois, dans les minutes, quoi, à peu près. Vous voyez mon espace, là? Bah non, je l'ai mis là? C'est pas bien. Bon, bah, c'est pas grave. Pendant que ça démarre, là, peut-être 30 secondes encore, est-ce que je peux prendre des questions? C'est clair? Oui? Pas de questions? Ne pas démarrer. Bon, je vais arrêter l'autre déjà pour voir si c'est pas un problème de ressources. Donc là, si vous essayez de récupérer le PDF, vous allez récupérer une Nextdoor 404 évidemment, puisque j'arrête l'application, l'autre application. Bon, ça ne veut pas démarrer, donc je vais vous le montrer sur le transparent. En fait, quand ça démarre, problème de ressources, faut que je regarde. On a par défaut ce flow, en fait. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est à connecter ce nœud MQTT sur l'ID j'ai un simulateur ici de température sur mon téléphone portable. Donc il a un ID qui lui est unique. Donc j'ai uniquement renseigné la valeur de cet ID dans ce nœud-là. Et je commence tout de suite à recevoir des données MQTT de mon téléphone, qui est un simulateur bien sûr, mais que si c'était un vrai device, ce serait la même chose. Et donc je peux tester mon application. Et donc là, ce que ça fait, c'est ça récupère un message MQTT. Et là, il y a une seule ligne de JavaScript là-dedans.
il récupère le champ température du champ du message envoyé pour avoir la valeur de la température. Après, ça fait juste aussi, il y a quelques lignes là-dedans pour faire enfin un switch, on va dire. Si c'est moins que 40, je fais quelque chose. Si c'est plus de 40, je fais autre chose. Donc j'ai deux nœuds différents. Donc si c'est moins que 40, ben, ça va, ça ne chauffe pas trop. Si c'est plus que 40, c'est pas bon. Faire quelque chose. Et donc je peux débugger cette chose-là. Et par exemple, si je veux envoyer un email, comme ce que je fais dans l'aspect ascenseur, quand le plancher est sale, ben, j'ai juste connecté un nœud email ici à la sortie de Danger et je reçois un email quand ben, le device a une température plus que 40. Donc là, en quelques lignes de code, j'ai vraiment écrit moins de, on va dire, 20 lignes de code, vraiment. C'est vraiment quelques lignes, quelques lignes. Alors ici, c'en est même qu'une seule. Là, c'en est une seule aussi. Je peux directement faire un système qui récupère des températures, qui déteste et qui envoie un email de manière automatique quand on est dans le cas où ça chauffe trop. Et ce que je fais en général, mais là, j'ai pas le temps, c'est que je rajoute un service de traduction Watson, parce que là, le message, il est écrit en anglais. Et là, j'écris un message de traduction Watson que je mets entre ce nœud-là et le nœud email, et pour automatiquement, à la volée, traduire le message qui dit, ben voilà, tel device a une température qui est trop élevée. Donc, c'est un autre exemple d'utilisation de IoT et de Watson. Donc, en général, c'est même un tutoriel qu'on a sur le web pour pouvoir utiliser ces boilerplates et ces services pour très rapidement connecter des devices à la plateforme et aussi à Watson. Voilà, je pense que je vais avoir fini mon temps, non? Bientôt, non? C'est fini? C'était vraiment très rapide, je suis désolé, mais si vous avez des questions, on peut, plus tard, on pourra. Pas de questions? Oui. Ou est-ce que c'est une décision du client? C'est une décision du client. D'accord. Il y a 3 versions de la plateforme. Vous pouvez choisir la partie publique. Donc ça, c'est multi-tenant. Donc c'est les 5 data centers que j'ai cités. Après, vous pouvez avoir un Bluemix dédié que pour vous. Donc là, ce sont des machines dédiées pour vous dans un data center. Il y en a une cinquantaine, dont un à Paris. Donc on peut garantir que les programmes donnés sont en France, ce qui peut être intéressant pour des raisons légales ou autres. Et le dernier niveau, c'est une plateforme privée. Et là, on peut installer la plateforme chez vous, on-premises, sur vos machines derrière le pare-feu. Et le prix est différent en fonction de public, dédié et privé. Effectivement, plus on va à droite, au plus c'est cher. Une dernière question? Ou c'est bon pour tout le monde? Si vous pouviez remettre l'URL de la présentation, s'il vous plaît. Je redémarre l'application aussi, parce que là, vous avez une erreur 404, mais je vais le faire. Voilà. Mais il faut aussi que je redémarre l'application, parce que sinon, vous n'aurez pas la... Donnez-moi 2 secondes. Donc l'application, elle est ici. Ah, maintenant ça tourne. Bon. Donc si vous voulez voir la pause, je pourrais montrer notre aide. Voilà, bon, ça tourne. Donc j'ai mis ça dans l'école 42. Hein. Donc voilà, donc là ça c'est l'URL ici. C'est mon PDF. Et bien sûr, pour essayer de le récupérer, il faut que je démarre l'application, bien évidemment. Sinon, ça ne marchera pas. Oui, tout à l'heure, vous parliez de l'application qui poussait du Raspberry une photo. Oui. Et que vous la poussiez en HTTP POST plutôt Oui. qu'MQTT. Oui. Pourtant, MQTT n'a pas de limite de taille. MQTT est prévu pour des petites tailles, en fait. Et je l'ai essayé avec MQTT, c'est très lent. Ça marche pas. C'est qu'une question de... MQTT n'est pas prévu pour avoir des grosses données. Il n'y a pas de limite physique, mais ça marche pas. Limite théorique, en fait. Ça marche pas. C'est ma première implémentation. Effectivement, j'ai essayé de couper en morceaux. Il y a quand même une limite à 4K hein, par message. Et on peut en mettre plusieurs. Donc j'avais commencé à couper en morceaux, etc. Mais ça marche pas. C'est pas prévu pour ça.
MQTT, c'est vraiment des petites données de télémétrie, en fait, en gros, des températures, des petites valeurs. Et donc, je mixe les deux, en fait. Je fais le MQTT pour les commandes. Donc, je dis, voilà, prends une photo toutes les minutes de telle taille. Ça, c'est MQTT. Et après, quand il l'a fait et qu'il l'envoie, il l'envoie par HTTP Post. C'est beaucoup plus efficace. Voilà. Parce que là, il n'y a pas de limite de taille. Et MQTT n'est pas prévu pour envoyer des mégas, quoi. C'est envoyé pour envoyer des kilos, en fait. Ok, bah, je pense qu'on va clore la première session. Merci beaucoup. Très bien. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a permis d'avoir quelques questions. Donc le temps que Étienne s'installe avec son jeune codisciple qui apparemment a fait tout le boulot et qui a salement cramé, voilà, et qui a salement cramé une carte apparemment, donc je veux pas en savoir plus. Oui, en plus, voilà. Donc, en attendant, parce que je sais que vous êtes impatient et que vous n'êtes que pour ça, évidemment. Non, même pas. Alors, pour gagner une Orange Pi 0, donc c'est l'équivalent de la Raspberry Pi 0, mais qu'on trouve celle-là dans le commerce avec du Wi-Fi intégré, 256 mégas de RAM, avec un vrai processeur dedans, de l'Ethernet en plus, et une antenne, une belle antenne Wi-Fi, évidemment, avec. Pour la gagner, question hyper facile, si vous avez bien révisé. Où et quand a été trouvée la porte des étoiles? Ah. Oui, mais ça, c'est pas assez précis, ça. Où et quand a été trouvée la porte des étoiles? Alors, je précise d'ailleurs qu'il y a une web-série qui sera mise en ligne en novembre et qui raconte un petit peu toute cette histoire-là, d'ailleurs. Voilà. Non. C'est pas loin. Le Caire, c'est pas encore assez précis. Mais la date est bonne. Oui, oui, mais où? Gizeh 27. Bon, voilà, c'est dur parce que en fait, on a eu 3 personnes pour la même réponse. Bon, je vais poser une autre question. Ouais, allez. Ce n'était pas loin. Voilà. Allez, je vais en faire gagner une deuxième quand même. Une question encore plus facile. Si, je peux le faire. Le nom de la société rachetée par Apple au début des années 90 et qui a servi à la base du moteur de reconnaissance d'écriture du Newton. Non. Une société russe. Non. Non. La société russe rachetée par Apple, en tout cas la technologie qui a servi à la base de l'Apple Newton. Non. Oui. Personne? C'était la société Paragraph. Voilà. Tout simple en fait. Allez, allez, une autre question quand même, parce que j'ai pas envie de rapporter ça avec moi quand même. Plus facile, peut-être. Que représentait le drapeau de l'équipe Macintosh de Steve Jobs? Bien joué, une tête de pirate. Bravo. N'aimait absolument pas le Newton. Absolument pas, il trouvait que c'était un truc de merde et il l'a lourdé dès qu'il est revenu à la tête d'Apple. Et en plus, c'était pas entièrement faux. Voilà. Même si le modèle 2000 et 2100 était quand même pas mal. J'avoue. Merci à vous. Donc, Étienne s'installe. Bah, voilà. Donc, alors, 2 sessions. Donc là, vous allez pouvoir switcher entre l'amphi et la salle 2. Alors, vous pouvez aller quand même, effectivement, aller un petit peu en salle 2, parce que sinon, je sens que monsieur Sébastien Varin sera un petit peu tout seul, sinon. Alors, en salle 2, c'est de la domotique, comment on automatise sa maison.
avec du Raspberry Pi, de l'ESP8266, avec du joli code et une plateforme totalement open source pour faire tout ça. Et ici, on va avoir du Raspberry Pi et le monde de la sécurité, sauf si je me trompe. C'est exactement ça. Voilà, donc ça commence maintenant. Bonne session à tout le monde. Que ici. Oui. Oui, seules les sessions de l'amphi sont filmées. Les sessions salle 2 ne sont pas filmées. Je suis désolé. Eh non. Voilà. Donc, je vous laisse rejoindre les salles et puis je vous dis à tout à l'heure et bonne session à tout le monde.